Vendredi 9 juin 2023, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous à ce journal. Nous allons prendre les titres de cette édition. Le gouvernement de la République est déterminé à doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et recensement. Un protocole d'accord a été signé entre la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'Office national d'identification de la population l'ONIP et l'Institut national de la statistique INES à l'hôtel du gouvernement. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal Direction Palais de la Nation pour vous dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance de 4 ambassadeurs plénipotentiaires, extraordinaires et plénipotentiaires qui viennent d'être accrédités en RDC. Il s'agit des ambassadeurs du Sénégal, de l'Éthiopie, de la Grande-Bretagne et de la Chine. La suite dans ce reportage de la presse présidentielle. Peu après sa première visite officielle en Chine, le président de la République Félix Tshisekedi a reçu le jeudi 8 juin 2023 la lettre de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC. Accompagné de l'attaché militaire de son pays en RDC, l'ambassadeur chinois Zhao Bin était manifestement content de la consolidation de relations sino-congolaises. Pour obéir à la coutume diplomatique de présentation de lettres de créance, les ambassadeurs Dorossi du Sénégal, Alison Rutgras King Obé de la Grande-Bretagne et Fortuna Dibako Cesare de l'Éthiopie ont tous été accueillis tour à tour au Palais de la Nation dans une cérémonie officielle par Félix Tshisekedi. Vous avez plutôt suivi le rendu de Dieu merci Kandampoyi. Et hier, le chef de l'État a présidé au Palais du Peuple la cérémonie de prestation de serment de 4 hauts magistrats nouvellement nommés à la Cour constitutionnelle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le jeudi 8 juin 2023 le serment du procureur général près la Cour constitutionnelle et 3 premiers avocats généraux près la même cour, nommés respectivement le 29 avril et le 6 juin dernier par ordonnance présidentielle. Conformément à la constitution du pays, avant leur entrée en fonction, les membres de la cour sont présentés à la nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et les conseils supérieurs de la magistrature représentés par son bureau. La cérémonie de séjour est donc une obligation constitutionnelle faite aux hauts magistrats. Le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo Nkolecha, 63 ans, était avant sa nomination à ce poste le 29 avril dernier, procureur général près la même Cour. Il s'agit en fait d'une reconduction de son mandat. Quant aux 3 autres assermentés, Ndaka, Bonane et Madame Massiala, promis premiers avocats généraux depuis le 6 juin dernier à cette fonction, ils sont reconduits pour un second et dernier mandat de 3 ans. Avec cette prestation de serment, Madame Rose Massiala devient la première femme de la RDC à occuper une haute fonction au sein de la Haute Cour. À l'Assemblée nationale, la plénière d'hier jeudi a voté à l'unanimité le projet de loi relatif aux finances publiques, une loi qui consacre une gestion budgétaire axée sur les résultats, notamment à travers l'instauration des budgets programmes. Polydor Ngaziami pour la suite. Sur 364 députés qui ont pris part au vote, 362 ont voté oui, un député a voté non et un autre s'est abstenu. Dans l'économie que le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji, a fait de ce projet de loi, il ressort que depuis juillet 2011, la gestion des finances publiques en RDC est régie par la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Cette loi consacre une gestion budgétaire axée sur les résultats, notamment à travers l'instauration des budgets programmes, mode de gestion par lequel l'allocation des crédits budgétaires est opérée au profit d'actions à mener dans le cadre des politiques publiques. Les modifications apportées par ce projet de loi établissent une démarcation nette entre les crédits mis à la disposition des entités autres que des institutions constitutionnelles présentés en programme et soumis à la mesure de la performance, et ceux des institutions constitutionnelles regroupées dans des dotations et ne faisant pas l'objet d'évaluation.
Cette nouvelle échéance du basculement, ainsi fixée au 1er janvier 2024, implique que le projet de loi de finances 2024, présenté au Parlement au mois de septembre de cette année, soit produit en mode programme. Pour s'apprêter à ce basculement, le gouvernement s'est doté d'une feuille de route du budget programme 2022-2024 qui est en cours d'implémentation. Au vu de ce qui précède, le gouvernement a jugé opportun de présenter à l'Assemblée nationale un projet de loi révisant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relatif aux finances publiques tel que modifié à ce jour en vue d'un réajustement du basculement de la budgétisation en mode programme, et ce, compte tenu des contraintes techniques évoquées. Il importe de relever que, même si 12 années après sa promulgation, la loi relative aux finances publiques n'a pas été appliquée dans l'entièreté de ses dispositions, il est apparu nécessaire d'une part de modifier et de compléter certaines dispositions afin de les actualiser et de les préciser, et d'autre part d'insérer de nouvelles dispositions permettant de prendre en charge d'autres matières. Ce projet de loi apporte donc des modifications autour des 5 matières. Le débat d'orientation budget, les dotations, la documentation budgétaire, l'échéance de basculement et le suivi parlementaire annuel de la mise en œuvre de la réforme du budget programme. Déclaré recevable, le projet de loi a été soumis au vote article par article sans débat, quitte à verser les amendements à la commission ECOFIN qui devait procéder au toilettage du texte. Vu l'urgence, la loi a été débattue séance tenante. Ce projet de loi a été finalement voté et sera envoyé au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. Et pour les députés nationaux, Pierre Kangoudia, la procédure suivie pour le vote de cette loi comporte quelques lourdeurs qu'il tente d'expliquer. Suivez-les. Il n'y a pas eu véritablement de débat technique. Alors les gens n'ont pas très bien compris ce qui a été demandé. Même dans la salle, je crois que ceux qui étaient là ont vu Marc aller vers beaucoup de députés à essayer de l'expliquer les spécificités techniques en matière d'exécution du budget. Il n'est pas normal de demander que l'on vienne à l'Assemblée nationale pour le simple problème de transfert des crédits. La procédure parlementaire, elle est lourde. Et pour l'exécution du budget, il faut un peu plus de souplesse. C'est comme ça que ça se fait à travers le monde. Tous les techniciens, tous les professionnels des finances publiques le savent. Ce que nous devons faire ici, c'est plutôt d'amener, et c'est là qu'il y a eu le débat avec la procédure proposée par le président de l'Assemblée nationale, il faut plutôt amener, après avoir voté la recevabilité de cette initiative, il fallait envoyer le texte au niveau de la commission ECOFIN directement avant l'adoption. Maintenant, je ne sais pas comment on va procéder parce que la plénière a déjà voté le texte article par article. Même si c'est moyennant amendement et qu'on va transférer le texte au niveau de l'ECOFIN, il faudra à ce moment-là que nous travaillions au niveau de l'ECOFIN et que nous ramenions de nouveau les textes au niveau de la plénière pour valider les différents amendements. Vous voyez que ça alourdit la procédure, on aurait pu faire l'économie de cette étape. C'est ça le grand débat que vous avez vu dans la salle de la plénière tout à l'heure. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé hier jeudi à l'hôtel du gouvernement la cérémonie des signatures du protocole d'accord relatif au transfert de données et d'autres matériels importants à l'Office national d'identification de la population et à l'Institut national des statistiques par la Commission électorale nationale indépendante Julia Kamwanya. Le gouvernement de la République est de plus en plus déterminé à doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et de recensement conformément à son programme d'action 2021-2023 et selon la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé jeudi 9 juin 2023 à l'hôtel du gouvernement la cérémonie des signatures officielles du protocole d'accord entre la Commission électorale nationale indépendante, l'Office national d'identification de la population et l'Institut national de la statistique.
Ces protocoles d'accord est relatif au transfert des dispositifs d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel des collectes par la CENI aux deux autres institutions appelées à poursuivre dans les cadres de la mutualisation, les opérations d'identification et des recensements général de la population, ce qui ouvre la voie à la délivrance bientôt des cartes d'identité nationale aux Congolais. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a procédé par la même occasion à la remise symbolique des matériels ayant servi à l'enrôlement des électeurs à l'ONIP pour qu'à son tour, l'ONIP puisse procéder dans les jours qui suivent au lancement officiel de l'opération d'identification de la population, notamment par la ville-province de Kinshasa comme province pilote. Au Kasaï oriental, le gouverneur de province Patrick Mathias Kabeya et le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao ont présidé la cérémonie de lancement du processus de rattrapage d'identification biométrique des agents de service de l'État. Le gouverneur de province et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique ont présidé la cérémonie du lancement du processus de rattrapage d'identification biométrique des agents des services de l'État au Kasaï oriental. Cette cérémonie a eu lieu ce jeudi 8 juin 2023 à l'hôtel Gloria. Le gouverneur de province a rappelé que cette reprise de l'opération d'identification des agents des services de l'État a pour but de revoir les cas des agents qui n'avaient pas pu être recensés pour une raison ou une autre à la première phase. C'est aussi l'occasion de rappeler que cette deuxième phase est l'accomplissement de la promesse faite par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao au gouverneur Patrick Mathias Kabeya Mathiabidi après leurs échanges au mois de janvier passé. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir en ces lieux. Je rends les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qui ne cessent de ménager pour le retour de la paix dans notre pays, particulièrement à l'est de la République, mais aussi pour sa détermination à réformer et innover l'administration de notre République. Je remercie son Excellence le vice-premier ministre qui a répondu, qui a tenu sa promesse de venir lui-même dans la province du Kasaï oriental pour rattraper l'identification, procéder au contrôle, mais aussi poser les jalons pour la gestion des retraités. Prenant la parole, le vice-premier ministre a d'abord remercié la population du Kasaï oriental pour lui avoir réservé un accueil chaleureux avant de présenter l'objet de sa mission. Il était question de procéder au lancement du processus de rattrapage de l'identification biométrique des agents publics, de fonctionnaires qui n'avaient pas été pris en compte lors du premier processus, il y a 6 mois. Il faut noter que cette reprise d'identification biométrique des agents des services de l'État vient donner un ouf de soulagement à ce problème, comme l'avait promis l'autorité provinciale, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Mathiabidi. Quittons la ville de Mbujimayi pour celle de Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour vous dire que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a organisé un séminaire atelier de rapatriement de réfugiés congolais, donc à Lubumbashi. Isaac Kianda pour la suite. Plusieurs membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga prennent part depuis ce jeudi à ce séminaire atelier sur le rapatriement volontaire des Congolais dans l'espace Grand Katanga. Séminaire organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Parmi les autorités présentes, on note entre autres le ministre provincial du genre, le commissaire provincial aux affaires sociales, avec à leur tête Eric Moutandala, ministre provincial de l'Intérieur Sécurité, représentant du gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué. Dans son adresse, il a parlé de l'importance que le gouvernement provincial du Haut-Katanga accorde à cet atelier sur le rapatriement volontaire des Congolais dans l'espace Grand Katanga. Les principales attentes du gouvernement provincial portent sur les points suivants. Premièrement, la confirmation par le HCR du consensus général autour du plan opérationnel 2024 et des actions prioritaires qui en résultent, ainsi que la démarche pour assurer sa mise en œuvre réussie. Deuxièmement,
l'harmonisation des interventions avec l'ensemble du plan et des acteurs et la recherche d'une meilleure coordination pour assurer leur efficacité. Troisièmement, et enfin, la mobilisation des ressources financières pour aider notre province à fournir les réponses aux populations dans les besoins. Tout en saluant l'implication du gouvernement national et provincial du Haut-Katanga dans l'organisation de ce séminaire et le bon accueil des réfugiés sur son sol, Mme Cathy Daniel Moni, chef de la sous-délégation du HCR Grand Katanga, a parlé des engagements pris lors du Forum mondial des réfugiés en 2019. Le plan pluriannuel du HCR 2022-2026 s'aligne sur le plan national stratégique de développement du gouvernement et vise à aider le gouvernement et ses partenaires à tenir les engagements pris lors du Forum mondial des réfugiés en 2019. Il s'y est de préciser que plus ou moins 11 000 Congolais ont regagné la RDC via le Haut-Katanga entre décembre 2021 et janvier 2023 en provenance notamment de la Zambie, Mozambique et de la République sud-africaine. Débuté ce jeudi 8 juin 2023, ce séminaire atelier sur le processus du rapatriement volontaire des Congolais dans l'espace Grand Katanga va se clôturer vendredi 9 juin 2023. Invitée par la BRA Congo à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a inauguré la station de traitement d'eau de cette société brassicole, une station qui a la capacité de traiter 4800 mètres cubes d'eau par jour. Suivez ce reportage. La société Brassicole Bra Congo, par l'entremise de son directeur général, a reçu la ministre d'État de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence Madame Eve Bazaïba, dans le cadre de la Journée mondiale de la protection de l'environnement en date du 5 juin, tel que défini par les Nations Unies. Madame Eve Bazaïba a inauguré la cérémonie de la station de traitement d'eau, un projet piloté par le département responsabilité et société de l'entreprise. La BRA Congo s'inscrit dans ce grand combat de préservation de l'environnement par l'eau en mettant sur pied un grand projet visant à construire une grande station de traitement d'eau d'une grande capacité dépassant le maximum de production d'eau. La station a la capacité de 4800 mètres cubes d'eau par jour alors que l'usine produit généralement 3700 mètres cubes par jour. En résumé, la BRA Congo exprime par cette volonté d'obtenir de cette station de traitement d'eau son souci de gagner le combat de la protection de l'environnement contre la pollution et sa destruction. Il faut dire que la journée mondiale de l'environnement est célébrée le 5 juin de chaque année. L'Église catholique a célébré le jeudi 8 juin 2023 la journée de sanctification avec pour thème Eucharistie et famille. La paroisse Saint-Sacrement de Delvaux dans la commune de Ngalema a saisi cette opportunité pour sensibiliser les religieux au thème choisi par Paul Isiakwa ou Patricia Moinet nous en dit plus dans ce reportage. La paroisse Saint-Sacrement à Delvaux était le cadre choisi pour la célébration de la journée de sanctification autour du thème Eucharistie et la famille. Un thème spirituellement recherchant la sanctification de chaque membre de la famille fondé sur les sacrements du mariage. Dans la vision chrétienne, le mariage élevé par le Christ à la très haute dignité de sacrement confère une plus grande splendeur au lien conjugal et engage profondément les époux qui, bénis par le Seigneur de l'alliance, se prononcent fidélité jusqu'à la mort. Le sacrement du mariage confère aux époux de grâces spéciales pour les aider à remplir leur mission d'édification du royaume de Dieu. En outre, une réunion de corps ne suffit pas à établir la famille. Elle repose sur le fondement de la communauté des âmes, sur une intime union de paix et d'amour mutuel. Or, l'Eucharistie est, selon belle expression de saint Augustin, signe d'unité et le lien d'Eucharistie. La famille, c'est l'île de base, c'est comme on dit l'église en miniature, c'est le lieu de la pratique même de l'Eucharistie. On vient à la messe, on rentre à la maison,
on suppose que l'Eucharistie transforme la famille. En cette année du congrès eucharistique qui s'est tenu à Lubumbashi, la journée de sanctification est célébrée à la veille de la célébration du Saint-Sacrement. Jeux de la francophonie, la préparation des athlètes préoccupe le gouvernement de la République. Le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo, a échangé dans son cabinet de travail avec quelques présidents des fédérations en marge de ces grands événements de l'espace francophone prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Patrick Borel-Mukendi a recueilli pour vous le propos de Freddy Lakambo, président de la Fédération congolaise de karaté-do. Nous sommes venus répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs. Selon que vous le savez, dans les jours à venir, le pays va recevoir les 9e Jeux de la francophonie et il est plus qu'important que toutes les disciplines, toutes les fédérations adhèrent dans cette logique en accompagnant cet événement qui va mettre la RDC dans le diapason international avec toutes ces disciplines qui vont se produire sur place ici à Kinshasa. Oui, d'une manière ou d'une autre, les choses se font normalement et comme vous le savez, les fédérations sont toujours prêtes, elles se préparent d'une manière ou d'une autre et nous croyons que le moment venu, vous serez informés et vous aurez à visiter, n'est-ce pas, toutes les disciplines, comment elles se préparent. C'est sous la supervision des experts de l'Agence française de lutte contre le dopage que les agents de contrôle de dopage participent au séminaire de formation prélude justement de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie que Kinshasa va accueillir au mois de juillet, à la fin du mois de juillet, début août. L'ouverture a eu lieu donc les vendredis 9 juin à l'hôtel Béatrice de la Gombe et la clôture interviendra demain samedi 10 juin. Patrick Borel-Mukendi, Hervé Landringoy et Rigo Moulopo. Le futur contrôleur antidopage et préleveur pour les comptes des 9e Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa fin juillet et début août 2023 ont débuté la formation ce vendredi 9 juin 2023 à l'hôtel Béatrice de la Gombe. Cette session de formation arme les agents contrôleurs de dopage pour le 9e Jeux de la francophonie, Dixit, Yves Kappa et David Mbengo. Cette première séance se passe très bien. Nous avons déjà appris comment nous devons agir et nous comporter face aux sportifs que nous allons dépister aux Jeux de la francophonie. À la fin de cette formation, nous sortons d'ici vraiment outillés pour affronter les Jeux de la francophonie et une continuité au niveau du comité national antidopage congolais qui est une organisation nationale, une représentation de l'agence mondiale ici chez nous. Tristan Milo, coordonnateur antidopage au département des contrôles de l'agence française des dopages, a étalé le bien fondé de cette session de formation. Donc ce matin, c'était une partie très théorique avec l'explication en gros en quoi consiste le rôle d'agent de contrôle du dopage. Et cet après-midi, il y aura une partie bien plus pratique où ils vont réaliser comment dire, des contrôles antidopage pratiques. Ils vont voir comment on manipule le matériel sur différents cas pratiques, différents cas de figure qu'ils vont rencontrer d'abord durant les Jeux de la francophonie. Le président du comité national antidopage congolais, le docteur René Nguebe Moubiala, pense que cette formation initiale est une belle opportunité. Le dopage est un phénomène qui ne peut laisser insensible n'importe qui. Et l'obligation du contrôle du dopage est faite à toutes les manifestations sportives. Les Jeux de la francophonie comportant une partie sportive, il va de soi que des contrôles du dopage seront organisés. Pour cela, il a fallu former des agents de contrôle de dopage et remettre à niveau ceux qui étaient déjà formés. A noter que ces 2 jours de formation se tiennent en présence de Mme Molina Adeline, secrétaire générale adjointe de l'Agence française de lutte contre le dopage, AFLD. Nous allons à présent compléter l'actualité de ce vendredi avec le parution de journaux. C'est dans une sélection et un commentaire de Polydor Ngaziami. Place maintenant à la revue de presse. Que des rebondissements autour de l'affaire Salomon Escadella, arrêté il y a peu par les services de renseignement militaires. En effet, rapporte le potentiel des sources sécuritaires, apprend-on
Les perquisitions dans les résidences de Moïse Katumbi à Kinshasa et de Salomon Idi Kalonda, son conseiller politique situé sur l'avenue Moero à Lubumbashi, ont été menées en rapport avec les faits qui touchent à la sécurité nationale dans le cadre de l'affaire Salomon Kalonda Dela. Les mêmes sources affirment que ces perquisitions se sont déroulées de manière régulière sur base de mandats dûment signés par l'autorité judiciaire de la RDC. Pour la République, tout devient clair comme de l'eau de roche. La cible de tout ce montage sécurico-juridico-militaire contre Salomon Eskadela ne vise qu'un seul objectif, à savoir écarter Moïse Katumbi de la course à la présidentielle prévue, sauf imprévu, le 26 décembre 2023. Toutefois, fait remarquer le tabloïd, le soubassement de cette cabale étant totalement fragile, l'architecture est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Le Phare, de son côté, se demande plutôt pourquoi s'agite-t-on ? En effet, le quotidien a constaté une vive et suspecte agitation, selon ses termes, à Kinshasa, tout comme à Lubumbashi, dans les rangs des proches de Katumbi et Kalonda, ainsi que certains défenseurs des droits de l'homme au motif que ces fouilles seraient irrégulières et auraient été pratiquées en l'absence de 2 maîtres des séants. À leur avis, poursuit-il, les services auraient dû adresser des invitations ou, à tout le moins, associer leurs avocats à leurs investigations. Pour le Phare, les services de sécurité civile ou militaire ne peuvent pas alerter les personnes suspectées de fomenter des coups contre les institutions ou leurs animateurs de peur de leur offrir l'opportunité d'effacer les traces de tout ce qui pourrait asseoir les accusations portées contre elles. Econews renseigne que Salomon Idi n'est pas la première victime du radicalisme affiché par le régime. Avec Jean-Marc Kabound et Fortuna Bisselele, indique-t-il, il s'avère être des prisonniers encombrants. Car, écrit-il, il suffit parfois de s'exprimer librement ou de faire valoir ses droits pour qu'aussitôt les portes de la prison s'ouvrent sans que le juge n'en soit saisi. Évoquant toujours l'affaire Salomon Idi Kalonda et plus précisément les propos de Matata Pogno selon lesquels le revolver attribué faussement au conseiller spécial de Moïse Katumbi appartiendrait à son garde du corps qu'il aurait reçu en bonne et due forme de la police pendant qu'il était Premier ministre, se demande de son côté si, à travers son aveu, Matata Pogno ne s'est pas livré à Félix Tshisekedi. Candidat à la présidentielle, poursuit-il, mesure-t-il les conséquences qui peuvent découler de son aveu? Une autre affaire, c'est la guerre à laquelle l'opinion assiste depuis quelques jours entre le gouverneur Ngobila et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy. Le journal parle des casseroles sales de Jean-Tini Ngobila, mises à découvert par le speaker de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans ses correspondances lui adressées. Le quotidien cite notamment les nombreux emprunts effectués par le gouverneur sans le quitus de l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ce qui est une entorse à la loi, le dossier marché central, la problématique des fonctionnaires fictifs du gouvernorat et autres. En tout cas, la liste est longue et Ngobila, lui, tente en vain de calmer la tempête, car il avait envoyé des émissaires négocier avec Godempoy ou aurait même saisi le présidium de l'Union sacrée de la nation pour taire l'affaire. Mais peine. Enfin, la Cour constitutionnelle affiche complet, titre forme des As. Hier, jeudi 8 juin, écrit-il, le procureur près cette cour, Jean-Paul Moukolo, et 3 premiers avocats généraux, près la même cour, ont prêté serment devant le président de la République, Félix Tshisekedi. Par cette prestation de serment, écrit-il, la Cour constitutionnelle, juge électoral, juge constitutionnel et juge législatif vient de se ranger en ordre de bataille électorale de décembre 2023. Bonsoir. C'en est fini pour ce journal. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel des titres. Le gouvernement de la République est déterminé à doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et recensement. Un protocole d'accord a été signé entre la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'Office national d'identification de la population l'ONIP et l'Institut national de la statistique INES à l'hôtel du gouvernement.
Ainsi prend fin cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de toute l'équipe qui a concouru à sa production. Demain à 7h30, Julia Kamoya sera là pour vous informer à 10h et à 12h. Le rendez-vous des 16h en Lingala. Ne manquez pas, ça sera avec Patricia Moani et Eric Izami. Vous présentera la grande édition des 19h. Moi, je vous retrouve le lundi prochain à 19h pour la grande édition. Avec le même plaisir, portez-vous bien et très bon début de week-end. Bonsoir chez vous.